Il y avait, ce matin-là, une petite agitation qui ne ressemblait à rien dans le grand hall de verre et de marbre. Un bout de vie frêle venu d'un trottoir, une carte usée dans une main tremblante, et, contre toute attente, un petit singe qui regardait le monde avec des yeux curieux comme deux perles noires. Restez jusqu'à la fin, et si cette histoire vous touche, abonnez-vous et laissez un like pour que d'autres sachent qu'un geste peut tout changer. La lumière froide du centre financier tombait en dalles régulières sur le sol poli, découpant la foule en rectangles brillants. Les écrans affichaient des chiffres tranquilles, comme si la ville respirait à l'unisson. Arya Nolan avançait sans croire vraiment que la chaleur du soleil sur son visage puisse la protéger de l'indifférence autour d'elle. Son écharpe était trop fine pour le vent. Ses doigts tenaient serrés une carte blanche, les coins écornés, lisses à force d'être caressés. Sa mère en avait parlé une fois, d'une voix qui s'était arrêtée pour toujours. « Tiens-la près de toi, quelque chose en sortira, Arya. » La phrase était devenue chaleur et ombre à la fois, une promesse et une perte compacte. À 100 mètres, Maxwell Grant quittait une limousine, entourée d'une aura faite d'habits crus et de regards qui se pliaient comme des rideaux à son passage. Il venait d'acheter le petit singe à une vente caritative, une acquisition impulsive pour divertir un cercle qui applaudissait les excentricités. Le singe, petit et nerveux, s'était agrippé à son pull quand on l'avait posé dans la cage de transport. Maintenant, libre de son latte-party, il renifla l'air nouveau et, à la première porte laissée ouverte, il bondit. Maxwell, d'abord furieux, suivit en jurant doucement, pris au piège d'une panique qu'il n'aimait pas reconnaître. Le singe courut entre les jambes des passants, provoquant un mélange de rire et de froncement de sourcils. Il traversa la place, passa sous le porche du centre financier et se réfugia tout naturellement sur le piédestal d'un grand lion sculpté près de l'entrée. Là, il fixa Arya qui venait d'entrer, attirée par la promesse d'un abri contre le vent. Elle ne leva pas d'abord les yeux, ses pensées étaient des nombres et des questions. Où trouver assez pour manger? À qui parler pour qu'on l'écoute? Comment garder ce morceau de papier qui lui semblait parfois plus réel que les autres choses? Le petit singe sauta, léger comme un secret, et vint poser ses mains sur les genoux d'Arya. Elle eut un réflexe de recul, puis un rire très court, surpris par la douceur inattendue, comme si le monde lui offrait un arrêt de respiration. Maxwell arriva essoufflé, suivi du garde de sécurité, et la scène fit frémir l'attention des employés et des clients. Un petit animal sur les genoux d'une jeune femme aux vêtements fatigués, un millionnaire rouge d'embarras. Dans l'immédiat, personne ne semblait savoir où placer sa sympathie. Helena Rohr, assise derrière le guichet, regardait. Ses mains avaient l'habitude des papiers et des gestes répétés. Son visage, celui de quelqu'un qui avait appris à écouter plus qu'à juger. Quand Arya s'approcha du comptoir, poussée par une sorte d'aimant que les petites catastrophes produisent parfois, Helena vit la carte blanche entre les doigts fins. Sans faire de commentaire qui pût blesser, elle glissa une question douce. « Est-ce que vous avez besoin d'aide » Arya hocha la tête, la bouche sèche. Elle n'était pas venue pour réclamer des charités. Elle était venue parce que la carte, ce qu'elle croyait être l'unique souvenir honnête de sa mère, lui disait de ne pas l'abandonner. Elle déposa la carte sur le comptoir comme on pose une confession. La lumière des néons la rendait presque translucide. Elle sentait que si quelqu'un la touchait trop fort, elle se déferait. Helena prit la carte. Le geste fut délicat mais rapide. Elle connaissait ces signes, ces objets anodins qui devenaient des clés. Elle fit un premier regard de technicienne, puis un regard d'être humain. « Donnez-moi un instant, dit-elle, je vais vérifier. » Pendant qu'Helena cherchait dans son écran, Maxwell revenait, le singe perché sur son épaule comme une plume indisciplinée. Il observa, d'abord avec un sourire minime, puis avec une curiosité qui se transformait en malaise. Voir Arya ainsi, si tranquille malgré tout, faisait craquer quelque chose chez lui. Le monde de Maxwell fonctionnait au plan et au bilan.
et ce qui se passait au guichet ne figurait sur aucun tableau. La file, ceux qui attendaient, se dispersaient en murmures. Certains considéraient la situation comme un spectacle, d'autres détournaient les yeux. Victor Hale, le nom qui apparaissait au bas des documents d'Helena, n'était pas un nom de la foule. Il appartenait à une fondation philanthropique que l'on évoquait parfois vite quand on parlait d'héritage inattendu ou d'actes discrets de bienveillance. Helena, sans lever la voix, murmura quelque chose à la banque de données, et un petit signal lumineux s'alluma sur son écran. Les doigts d'Aria se refermèrent autour de la carte. Elle sentait son cœur tambouriner, mais moins fort que la peur d'être traitée comme un numéro. C'est lié à Victor Hale, déclara Helena très bas. Il y a des dispositions, laissez-moi vérifier plus avant. Les mots étaient comme une lumière qui glissait entre des persiennes. Maxwell sentit son corps se tendre. Victor Hale était un nom que ses assemblées consultaient parfois, un nom lié à des paris moraux qu'on faisait derrière des portes closes. Il pensa pendant une demi-heure que cela n'était pas son affaire. Puis le singe fit un bruit, un petit couinement indéfinissable, et Maxwell se retrouva à marcher vers le guichet sans en rendre compte. Helena tapa encore. Telle blanche, chiffre, code. Elle n'expliqua pas la procédure. Elle laissa Aria la regarder faire, lui offrant un espace où être. Puis l'écran afficha un montant. Un silence tomba. D'abord intime, car personne ne savait encore quel sens donner à ce chiffre. Les muscles d'Aria se raidirent, comme si on lui avait posé la main sur la joue. Elle n'osa pas lire. « C'est une allocation de confiance, » dit Helena, avec une voix qui évitait l'exagération. « Il y a des fonds bloqués à votre nom, Aria, ou du moins à votre relation avec la succession de Victor Hale. Ce n'est pas un vœu à la volée, c'est substantiel. » Substantiel. Le mot résonna contre les parois de marbre. Maxwell sentit le monde basculer d'une autre façon. Sa première réaction fut une petite fureur. Quelle injustice que la vie plaçait une jeune femme dehors et prenait son temps pour lui rendre justice. Mais tandis qu'il observait Aria, les yeux fixés sur ses propres mains, quelque chose dans son visage changea. La fureur se transforma en une sorte d'arrêt, un récalcul. Il pensa aux chiffres qu'il détenait. Il pensa aux murmures, aux dîners, où l'on donnait des sommes pour des causes qui semblaient abstraites. Ici, devant lui, l'abstraction portait un nom et un regard. « Que signifie « substantiel » demanda Aria, d'une voix qui cherchait à rester ferme. Helena choisit ces mots avec la prudence d'une personne qui sait que les promesses écrites ont des griffes. Il y a un trust. Victor Hale a prévu, dans certains cas, un soutien pour des situations similaires à la vôtre. Il faudra des démarches, un tuteur légal, des procédures. Mais, et je pèse mes mots, il y a de quoi assurer vos besoins immédiats et de quoi concevoir un plan pour la suite. On peut commencer par vous donner un acompte pour les prochains jours, de la nourriture, une aide administrative. Tout ceci ne vous enlève pas votre mot à dire. Aria sentit que les larmes, longtemps retenues, menaçaient de descendre. Elle n'avait pas le langage pour remercier sans rougir. Elle pensa à sa mère, à sa voix éteinte qui lui avait donné la carte. Elle pensa au petit singe sur l'épaule de Maxwell qui la fixait comme s'il comprenait quelque chose d'essentiel. Elle voulait répondre par action, par quelque chose qui portait son propre nom. « Je veux seulement comprendre, » dit-elle. Savoir comment cela fonctionne, et garder la carte jusqu'à ce que vous me disiez quoi faire. Helena hocha la tête. Maxwell, qui n'avait jamais été familier des choses bureaucratiques, prit une respiration longue et décida d'agir. Ce n'était pas seulement pour sa conscience, c'était parce que quelque chose dans la façon dont Aria tenait la carte, avec respect, comme un objet sacré, le toucha plus que des discours de gala. Il fit une proposition automatique, presque maladroite, mais sincère. « Je peux aider pour l'instant, dit-il. Je connais des avocats, je peux assurer un tuteur provisoire, ce sera discret. Et son regard glissa vers le singe. Si vous acceptez, je m'assurerai qu'il est un endroit sûr. Il n'aime pas être embarrassant. » Un petit rire échappa à Aria, à la fois surpris et plus léger qu'elle ne l'avait été depuis des lunes.
Le singe, comme pour sceller l'accord, tendit la main et effleura la joue d'Arya. Le contact fut minuscule, mais il fit fondre une fraction de gel. Maxwell sourit, d'une manière qui n'avait rien du cynisme habituel. Il y avait dans ce sourire une réparation incertaine. Les jours suivants se déroulèrent avec une solennité douce. Le trust, expliqué par des conseillers à voix basse, n'était pas une manne sans limite, mais il offrait à Arya une transition, un logement provisoire, un fonds pour des études, une somme pour nourrir son quotidien. Helena resta le point fixe de la banque, guidant, appelant, traduisant chaque règle en gestes humains. Maxwell prit sur lui d'organiser des rencontres, non pour s'ériger en sauveur, mais pour lever des obstacles bureaucratiques. Il se découvrit patient, à écouter les formulations légales, à attendre les signatures. Arya ne se laissa pas simplement porter. Elle s'investit dans chaque rendez-vous, posant des questions sur le fonctionnement des comptes, sur la gestion prudente de la somme, sur la possibilité de garder une petite indépendance. Elle rêvait d'un emploi stable, d'une chambre où accrocher des dessins, d'un repas régulier que personne ne lui offrirait par pitié, mais par choix. La carte resta le symbole pivot, objet humble qui, grâce à la prévoyance d'un inconnu, ouvrait une porte. Victor Hale fut évoqué comme une présence discrète, une voix qu'on n'entendait pas, mais dont les décisions s'imprimaient comme des empreintes. On apprit, par des lettres et des enregistrements courts, qu'il avait voulu que certaines marginalités ne restent pas sans filet. Arya se sentit moins seule à porter son souvenir. Elle réfléchit souvent à la nature du don. Il n'effaçait pas les peines, mais il mettait à sa portée des outils pour les réparer. Elle accepta aussi que l'assistance initiale vienne de Maxwell. Il n'était pas le vertical épais qu'elle avait imaginé, mais un homme qui, par cette complication d'un singe intrépide, avait entrouvert sa propre humanité. Le singe, baptisé Milo par les employés de la banque, devint un petit point d'affection pour ceux qui passaient. Il connaissait les moindres recoins des fauteuils, écoutait les conversations et, certaines nuits, apportait sur la table des avocats un papier mâché trouvé dans un sac oublié, comme s'il rapportait les restes du monde réel au monde des chiffres. Les employés souriaient en le voyant, et parfois, devant un dossier rébarbatif, ils se rappelaient qu'un geste nous ramène toujours aux autres. La transformation la plus sensible fut peut-être celle de Maxwell. Il découvrit que ses décisions pouvaient avoir une portée humaine immédiate et pas seulement une répercussion fiscaliste. Il remit en question quelques habitudes, proposa que la Fondation Hale finance des programmes d'accompagnement plus légers et personnels, et signa pour qu'Arya ait un mentor professionnel. Il n'était pas devenu meilleur en un instant, il avait simplement appris à transformer une impulsion en acte durable. Quand la première allocation fut débloquée, Arya acheta un petit fauteuil simple pour la chambre qui lui avait été assignée et, pour la première fois depuis longtemps, acheta aussi des denrées pour d'autres, une boîte de thé, des biscuits, un paquet de café. La générosité qu'elle offrit ce jour-là était minime, mais volontaire, comme si elle voulait répandre ce qu'on lui avait donné à la manière d'un fragment de lumière qu'on pose sur une table pour que d'autres puissent lire. Elle envoya une carte de remerciement à Helena et une photo du singe à l'adresse que Maxwell lui indiqua, une image de Milo endormi contre une peluche, paisible. Le grand hall de marbre reprit son rythme froid et ordonné, mais les rectangles de lumière semblaient désormais moins imperméables. Des collègues de Maxwell observaient le changement, certains moqueurs, d'autres curieux. Maxwell, lui, avait appris une vertu nouvelle, ne pas laisser l'empathie se dissoudre dans la surface des choses. Il organisa à sa manière discrète la mise en place d'un petit fonds d'urgence pour des cas comme celui d'Arya, financé sans fanfare si possible. Un soir, Arya se tenait à la fenêtre de sa nouvelle chambre, regardant la ville qu'elle apprenait à aimer autrement. Elle repensa à sa mère, à la carte, au singe et à l'homme qui, malgré lui, avait introduit une suite de petites attentions. Elle savait que tout n'était pas réglé, que des démarches restaient nécessaires, mais elle sentait sous ses pieds une stabilité neuve, lente, fragile, mais réelle. Avant de dormir, elle posa la carte blanche sur la commode, à la lumière d'une lampe qui jeta un halo chaud. Cette carte n'était plus seulement un outil, elle était le fil qui l'avait reliée à des inconnus qui avaient choisi d'agir avec dignité.
Le petit singe ronfla dans la pièce voisine et Maxwell passa une fois pour s'assurer que tout allait bien. Ils parlèrent peu, parfois les silences parlent mieux. La ville continuait à éclairer ses tours, mais pour Arya, la nuit savait désormais se tenir douce. Elle n'était plus définie par la faim passagère ou le mépris entendu. Elle avait des noms qui travaillaient pour elle, des gens qui regardaient au-delà des apparences. Le geste simple d'un homme qui avait acheté un petit singe pour un caprice a déployé en retour une chaîne de réponses humaines. Miraculeux, peut-être pas au sens des légendes, mais fermement réel au sens où la bonté, lorsqu'elle est déposée, sème. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous et partagez-la pour que d'autres sachent que la bienveillance se répand plus vite qu'on ne le croit. Un like aide à faire voyager l'idée qu'un geste apparemment anodin peut changer des vies.